Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, nous allons parler d'un manga phénomène. Chacun de ces tomes crée l'événement au Japon. En France, c'est évidemment une top vente. Et ce manga est connu sur l'archipel sous le nom de Journey Beyond Heaven. Kimetsu no Yaiba. C'était bien essayé, Robin. On l'a placé dans toutes les émissions, c'est bon. Voilà. Yes. C'était un objectif qu'on a sur cette saison. Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer pour le reste du monde, un titre signé par la mangaka Gotoge. Koyoharu Gotoge, Ah. c'est bien, non mais ça, vous suivez. Dans Demon Slayer, on suit le périple de Tanjiro pendant l'ère Taisho. C'est un garçon qui voit toute sa famille être tuée par un démon, sauf sa sœur, qui elle est devenue un démon. Et il va donc tout faire pour trouver comment il peut la rendre humaine. Il découvre aussi donc que les démons ça existe, et que les pourfendeurs de démons aussi ça existe. Donc il part à l'aventure. Et voilà, c'est ça dont on va parler dans cette émission sur Demon Slayer, un standard pas comme les autres. Et c'est parti dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit. Parce que c'est comme ça que certains d'entre nous ont commencé à le lire, n'est-ce pas Julie? Bah oui, moi j'aime bien aimer les rôdeurs de la nuit, c'était sexy. C'est bien. Et Tanjiro luttait contre des ogres et non des démons? Bah écoute, bon, ça changeait un peu. Ça changeait, ouais. Bon, moi je trouve que c'est très bien comme ça. Avec nous Robin, pourfendeur de l'éternel, Clémence, démoniaque telle la lune, Oh. ou telle une lune de Demon Telle Slayer lune, peut-être. oh là là. Tu serais laquelle? Franchement, attends. Je serais. Le C'est trop numéro dur, c'est trop gagnant dur. est... Je serais la pleine Attends, c'est lune. trop dur. Ça Non, en n'a fait, rien ils à sont voir. trop bien, mais auxquels je ressemble le plus, parce que quand même, il y a un Non, non. psychopathe. La deuxième? Ok, non. la troisième. Oui, Akaza. bah oui, c'est plus cool. Ouais, trop stylé lui. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux si vous aussi vous aimez les lunes de Demon Slayer. Oui. On se retrouve avec le hashtag 5DC puis sur l'ensemble de nos comptes sous le nom 5ème de couve. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à nous liker, nous noter, à vous abonner aussi et à activer les notifications pour ne rien rater. Au programme de cette émission donc, Demon Slayer, un manga sur lequel on a beaucoup à dire, mais il a fallu faire des choix. On s'est donc concentré sur l'aspect commun et inédit à la fois que ce titre et que ces planches peuvent avoir. C'est étrange, c'est-à-dire qu'il y a des défauts, il y a des qualités, et c'est un ensemble de choses qui font que on a un sentiment partagé, mais qu'on aime. Bah, c'est très compliqué comme titre. Il y a surtout le fait que ça a l'air de ressembler à ce qu'on a déjà lu et en même temps c'est assez unique, quoi. Donc il y a cette espèce de paradoxe sur lequel on va essayer de mettre le doigt, quoi. Oui, c'est clair, parce que la majorité des codes du manga d'aventure du Weekly Shonen Jump sont dans Demon Slayer, mais en même temps on a cette sensation d'un manga qui ressemble pas aux autres titres du Jump. Alors d'où vient cette sensation? Est-ce qu'elle ne viendrait pas du personnage de Tanjiro qui lui est à la fois commun et pas trop? Oui, bah de toute façon, c'est sûr que dès qu'on commence l'histoire, en fait, on retrouve complètement tous les codes du shonen un peu classique, avec la tragédie qui va pousser le héros vers une nouvelle aventure, sa personnalité enjouée qui est prête à tout pour sauver sa sœur, des sessions d'entraînement, des combats épiques, enfin voilà, vraiment tous les codes sont là, mais en même temps, dès le début, on sent qu'il y a des petits changements un peu, je sais pas, qui sont pas dérangeants, mais voilà, où on sent qu'il y a un petit truc qui est différent. Déjà, rien que son objectif, c'est pas de devenir le meilleur Hokage, roi des pirates, que sais-je, c'est juste de sauver sa sœur. Et par exemple, quand il va découvrir l'existence de pourfendeurs de démons et des piliers, donc on se dit, ah, attends, il y a un classement, il y a un tournoi pour devenir, pourfendeur de démons. Bah, en fait, son objectif, ça va pas devenir le meilleur, ça va pas essayer de gravir les échelons, même d'ailleurs, il s'en rend compte que, on est à la moitié du récit, qu'il se dit, attends, il y a un vrai classement dans le truc, en fait. Enfin, c'est que c'est vraiment pas du tout son objectif. Et ça, je trouve que c'est quand même assez rare, en général, dans les histoires de shonen, où en fait t'as un peu l'impression que son ambition elle est pas vraiment
ambitieuse. c'est une grosse ambition de sauver sa sœur, mais pas du tout. Mais souvent c'est vu comme un défaut pour une œuvre, justement. Justement, le manga tu peux te dire qu'il manque d'ambition, que le héros manque d'ambition, que c'est quoi cette histoire ? Il va juste essayer de sauver sa sœur. Oui, c'est bien mignon, mais bon. C'est mignon, c'est dommage quoi. Il pourrait essayer de sauver le monde, au moins faire un truc chouette quoi. Non, c'est clair. Après, moi, je trouvais que c'était ça, le concept de Tanjiro, qui est incarné par ce héros, d'être toujours là pour autrui, qui pense toujours aux autres avant de penser à lui. Ça va être sa marque de fabrique, quoi. Et je pense que c'est la vraie nouveauté de ce titre. Je suis d'accord avec toi, mais il pense aux autres avant de penser à lui. Attends, c'est quoi son but ? C'est de sauver sa sœur parce que c'est sa sœur. Donc en même temps, c'est aussi pour lui-même qu'il fait ça. Alors pour elle, mais aussi pour lui. Ah, dans ce sens-là. Non, mais en fait... Non, mais c'est ça qui est... Je trouve qu'il y a toujours une dichotomie dans tout ce qu'on va dire. Oui, non, c'est ça. Mais t'as raison, Julie, c'est que c'est ça qui va rendre le personnage principal hyper attachant, et ça dès le début aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant au départ de voir qu'en fait son objectif c'est celui-là, et qu'il va même pas évoluer. C'est-à-dire qu'en plus son objectif pourrait évoluer au fur et à mesure, et c'est pas du tout le cas. Et moi, il y a un autre point qui m'a marqué aussi tout au début, c'est que très vite il se retrouve dans un entraînement pour essayer de devenir pourfendeur. Et en fait, il galère de ouf, quoi. Et ça prend des plombes. Et il y a un truc de... Parce qu'on a un peu l'habitude dans les shonen, ok, il y a la phase d'entraînement, tu vois, t'as quelques planches un peu stylées, tu vois qu'il galère, mais bon, enfin voilà, ça passe vite, tu vois. Et en fait, là, non. Là, vraiment, il t'explique, genre, voilà, 2 ans plus tard, je pense que je suis prêt. Oui, mais du coup, c'est marrant parce que c'est long et c'est pas long à la fois à lire, tu vois. C'est long pour lui dans son parcours de personnage, mais à lire, ça va hyper vite, quoi. Moi, je me rappelle que le premier tome, j'avais été frappé de me dire qu'effectivement, toute cette séquence de session d'entraînement, on la voit quasi pas. Enfin, pourtant, on la comprend. Tout s'enchaîne très vite. On la comprend, et moi, je l'ai trouvé génial, et en même temps, j'étais frustré. Bah oui, parce que du coup, t'aimes bien ce double sentiment. T'aimes bien voir le côté Karate Kid normalement, et là tu l'as pas trop, quoi. Tu vois, tu le vois pas taper dans des trucs. Et même de manière globale, hors manga, dans les histoires d'aventure, tu as ce qu'on appelle donc l'appel à l'aventure. Et l'appel à l'aventure, il est super étrange pour Tanjiro. Il est contraint par la mort de tous ses proches. Alors, mort de quelqu'un de ta famille, tu vis avec ton grand-père, le grand-père est mort, tu pars à l'aventure. Ok, ça c'est un classique. Sauf que là, c'est une famille nombreuse. Ouais, j'avoue qu'ils sont nombreux. Là, ils ont tué tout le monde. Ils ont juste, ils ont laissé la sœur, mais voilà, c'est marrant. Et à ce moment-là, je ressens pas une envie de parcourir, de découvrir les choses. Je vois juste la quête de vengeance de Tanjiro. Et là, à ce moment-là, je le vois pas forcément altruiste. Au début, c'est genre, je vais me venger. Après, ça, c'est un autre paradoxe qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture. C'est qu'ils sont tous mus par une haine mais viscérale, et ça tu te dis mais c'est chaud pour une littérature, enfin un titre qui est quand même destiné à un public relativement jeune, et ils sont dans une haine. Bon, ça se cache derrière des sourires, de la bienveillance envers les humains, et beaucoup d'amitié et beaucoup de soutien, mais qu'est-ce que ils sont dans une marmite de l'enfer tous ensemble. Enfin c'est un peu perturbant. Et d'ailleurs tu remarqueras que finalement le vrai appel à l'aventure, et c'est là qu'arrive la partie plus ambitieuse du manga, c'est une fois qu'il a rencontré Muzan Kibutsuji, le méchant de la série, et c'est à partir du moment où il le rencontre qu'il décide là de mettre fin à tous les démons, et qu'il veut tuer tout le monde, et qu'il veut sauver le monde. Ah ça y est, enfin. Après il y a une petite... Et en plus il sauvera sa sœur. Tu parlais justement de la colère. Pour le coup, c'est vrai que Tanjiro, c'est un des seuls à quand même pas y succomber totalement. C'est-à-dire que systématiquement il va quand même... Enfin, tu vois, il y a un peu, même au début, justement, quand il rencontre les piliers, ça se passe pas très bien parce que lui, il est là, non, mais en fait, il y a des démons, ça va, c'est ok, ou tu vois, genre, on peut peut-être les aider. C'est ma sœur. Ou on peut peut-être, et à chaque fois, d'ailleurs, il fait preuve d'énormément de tendresse. Bon, il va tuer des démons, hein, mais il le fait pas avec de façon vicieuse ou méchante, sous le poids de la colère. Non, mais la colère, si, avec Rengoku, elle monte très très fort. Non, mais bien sûr, elle va monter, mais... Et pas, je sais pas, moi je trouve qu'elle est un peu diffuse. D'ailleurs, à propos de cette émission, là on peut dire que si vous avez lu jusqu'à l'arc du train de l'infini, vous pouvez écouter le début de cette émission jusqu'à ce qu'on parle de la fin. Et puis après, quand on commencera à parler de la fin, il va falloir avoir lu l'intégralité de Demon Slayer. Pour l'instant, on spoil pas trop. Ouais, voilà. Là, on spoil jusqu'à la fin du train de l'infini, à peu près. Plus ou moins, peut-être un petit peu après. Mais pas beaucoup plus. Romain, tu voulais dire... Non, Clémence. Qui ? Julie. Ouais. Je voulais ajouter un petit truc, mais c'est sur les... Tu vois, justement, sur un peu cette différence, la particularité de Tanjiro, aussi au niveau de ses pouvoirs.
où moi je me suis dit c'est marrant parce qu'au début, tiens, en fait il a des pouvoirs d'eau. Ce que je trouvais un peu rare parce que bon voilà il maîtrise l'eau. Je dis tiens c'est cool parce que d'habitude les gentils, les héros c'est toujours le feu, le truc hyper lumineux, rouge et tout. Et en fait ça bascule et à la fin si, enfin pas à la fin mais assez rapidement tu dis ah ben non en fait d'accord en fait si le feu et t'as toujours un peu le vrai feu en plus, le vrai feu ouais c'est ça le soleil. Le soleil. Mais Non mais il a un peu les deux quoi au final. Mais au fait, enfin non parce qu'au début on te dit juste qu'il a un super flair. Genre Oui. c'était Bah, ça son pouvoir au super départ il pouvoir. est nul à chier hein, il a le pouvoir de l'odorat qui est clairement le sens le plus naze de tous les sens qu'on peut développer, tu vois, qui est à peu près le même que Gon. oui c'est vrai. Bah c'est le plus animal. Mais en fait, et puis en fait ça. au final c'est un truc très dans la perception des choses et l'énergie intérieure et machin. Donc du coup c'est assez cohérent, mais c'est vrai qu'au départ tu te dis l'odorat c'est pas clairement le sens où tu feras un super héros qui a un super odorat, tu vois, c'est assez étrange quoi. Robin, toi on t'a pas encore trop entendu parler de Tanjiro. Bah moi ce qui m'intéresse dans le côté un peu inhabituel de ce personnage là pour un shonen neketsu, enfin un shonen d'aventure, c'est qu'il est rarement moteur des événements. C'est vrai que généralement un shonen neketsu il est quand même porté par son personnage principal, c'est quand même lui qui va un peu donner le tempo de l'histoire, qui va un peu créer les comment dire les rebondissements etc. Et dans Demon Slayer c'est vrai que ce qui est frappant c'est que Tanjiro c'est pas du tout le cas. Lui il est vraiment tout le temps il subit les événements. Bah voilà, au début c'est l'histoire de sa famille, le fait que il veut sauver sa sœur, mais tu vois justement il est pas dans une quête personnelle d'aller vers un objectif pour lui et surtout il est pas proactif dans ce truc quoi. Il est toujours réagissant par rapport aux autres. Et Julie tout à l'heure elle disait il est beaucoup dans comment dire son attitude envers autrui. Mais il y a certes, il se préoccupe des autres beaucoup, mais il se projette beaucoup dans les autres aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est souvent en fait sa rencontre avec un personnage qui va lui donner un nouvel objectif, une nouvelle ambition, un truc, et c'est rarement lui qui en fait va être dans une démarche personnelle de transcendance, on va dire. C'est toujours par les autres qui va trouver cette espèce de voie, quoi. Bah, en fait, moi je pensais que c'était surtout un reflet de son empathie. Et le fait qu'il rencontre au fur et à mesure des personnages qui sont tellement importants, dont en fait il voit les bonnes choses chez les gens, quelle que soit la personne qu'il va rencontrer. Donc des fois il rencontre des démons et il peut pas s'empêcher de penser à l'humain qu'il y avait derrière il y a très longtemps par exemple. Et je trouve que c'est ça qui est incroyable dans ce manga, parce que c'est vraiment rare qu'on mette en avant une lecture pour les garçons, quelque chose d'aussi intimiste, il faut penser aux autres, il faut penser à l'empathie, il faut avoir de la compassion. Et à un bout d'un moment, il va être tellement subjugué par certaines qualités de ses compagnons qu'il va décider de devenir comme eux. Et ça va être son objectif. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, à la limite, tu pourrais dire Naruto, c'est un peu ce cas aussi. Naruto, il est toujours dans l'empathie par rapport à... Non, mais il est toujours dans l'empathie par rapport à ses adversaires. Oui. Il va toujours être dans ce truc de les comprendre, vouloir que tout le monde soit son ami, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il avait, mais il a quand même, au fond de lui, Naruto, cette caractéristique qui est cette perspective de transcendance personnelle qui est en fait... je veux devenir le meilleur pour les sauver, pour les sauver protéger le tous, monde et pour tous les protéger. Et Tanjiro, c'est pas vraiment ça. Lui, c'est plus je vais par le hasard des rencontres ou comment dire les événements qui vont me tomber dessus, je vais me projeter dans la nouvelle personne que j'ai rencontrée, que ce soit un adversaire ou un allié, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc, c'est un peu cette nuance qui les différencie quand même, quoi. Deux choses. Tu dis c'est rare dans les lectures pour jeunes garçons d'aller comme ça. C'est justement ce qui est devenu Demon Slayer, un manga grand public. Il a très vite dépassé ce cadre de première cible. Et l'autre chose sur le Neketsu dans ce manga, le Neketsukan, le personnage Neketsu, c'est Inosuke. Oui. Inosuke, il veut devenir le meilleur, il veut devenir le chef des pourfendeurs de démons, il fait des stratégies pour réussir à battre les autres. Alors il a le côté crétin. Il est crétin, il a ses techniques à lui. Il a ses techniques à lui, il a un espèce d'instinct. Il a grandi dans la forêt, il a appris tout seul, enfin, il y a tout. Oui. Il est même beau. Oui, c'est vrai, il est beau. Attention. Mais ça c'est autre chose. C'est un spoil, ça. Après, pardon. En fait, je sais pas, je trouvais qu'il y avait aussi autre chose. Enfin, comment dire, il y avait quelque chose de l'ordre de ok, on joue collectif. En fait, c'est ça. Tanjiro, il est jamais seul. Il y a toujours Nezuko avec lui. Il pense toujours à même quand ils sont en combat, il veut quand même
faire en sorte qu'elle soit loin, elle soit protégée, etc. Alors que c'est elle qui le sauve tout le temps. Et au bout d'un moment, il se rend compte que non, il vaut mieux qu'ils se battent ensemble. Et une fois qu'il rencontre ses compagnons, etc., il y a cette idée de on va faire des stratégies ensemble. Et ça, je trouvais aussi que c'était un peu novateur quand même. Enfin, c'était pas autant mis en avant, même chez les ninjas, alors qu'on dit oui, la team 7 et youpi, machin, et qu'ils oublient assez vite en fait leur propre principe, tu vois. Et là, quand même, c'est porté par en plus, on verra plus tard dans l'histoire, mais des personnages qui sont hyper charismatiques et que tu peux pas te soustraire en fait à cette envie de participer et d'être dans le groupe. Clémence. C'est un peu justement tout l'intérêt de ce manga, c'est qu'en fait, ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début, et on va continuer de le dire pendant toute l'émission, c'est qu'en fait, il y a un socle qu'on retrouve dans plein de mangas, mais que c'est poussé à un autre stade. Je vais prendre un exemple, par exemple, donc, dans l'arc avec le train, donc avec Rengoku, où il y a ce passage qui est un peu traditionnel, on va dire, où le héros se rend compte qu'en fait, il n'est pas du tout assez fort pour lutter contre la menace qu'ils affrontent. Et donc ça, on est totalement dans les codes, ça arrive dans plein de shonen. Mais là, on comprend surtout, dans cet arc-là, qu'en fait, ils peuvent vraiment mourir. Ce qui n'arrive pas forcément toujours dans les Neketsu. Il y a un peu ce truc, j'ai un petit bobo, je sais pas, il a manqué de mourir. Voilà, et puis 2 jours plus tard, en fait, allez, hop, c'est bon, je suis reparti pour la bataille. Là, franchement, pas du tout. Il y a un personnage, non, il va mourir. Tu te fais, franchement, si, je sais pas, on te coupe une main, t'as plus de main. Enfin, il n'y a pas de secret miracle. Il n'y a que pas ça une sorcière qui est capable de faire repousser les. Non. De tout le monde. Exactement. Ou un fil de naine qui te permet de te recoudre. Il n'y a pas vraiment de magie, en fait. Non, il n'y a pas de magie. Enfin, et humains, à la fin de cette histoire, vraiment, le méchant s'échappe. Rengoku est mort. Désolé, le spoil, de toute façon, on avait dit que ça allait jusque-là. Et on n'a pas vraiment de résolution très agréable pour le lecteur. Et on se dit, waouh, en fait, je pensais qu'on était quand même dans une histoire un peu joyeuse, tu vois, la shonen, on ressent. Ah ouais, puis moi je pensais surtout qu'on était tous d'accord pour dire que Rengoku c'était un bon personnage et qu'on allait le garder. C'était le super badass, il allait devenir le mentor. On s'est mis autour d'une table, on a tous voté ok, Rengoku on le garde, tout le monde a voté exactement. Moi je trouvais que cette séquence était formidable. Enfin, j'ai pas vu l'animé. Qui avait l'air super top, vu les réactions que ça a occasionné, mais je le connaissais pas du coup, tu vois, je l'ai découvert en lisant et j'ai trouvé que c'était, comment dire, j'étais pas déçue. Enfin, j'ai trouvé, il y a tout un discours de Tanjiro qui défend son ami et son mentor mourant, et j'ai trouvé ça vraiment formidable, et je me dis mais oui, mettez-en plus, t'es comme ça. Non, mais c'est toute la force de cette histoire. Je suis pas en train de dire que j'étais frustrée, mais c'est un peu déroutant. Enfin, la première fois que tu le dis ça, tu te dis ok, en fait, on peut aller sur un chemin auquel j'avais pas pensé. Et puis il va falloir fournir des efforts, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, et là on le voit, c'est que il faut pas juste être fort ou avoir une transformation ultime pour battre les méchants. Non, là en fait, ils sont plus forts que nous. Et même lui, il le dit. J'arrête. Quand l'autre s'enfuit là à Casa, il y a Tanjiro qui lui dit en même temps, nous on se bat tout le temps sur votre terrain. Quand même, les gars, c'est un peu injuste, quoi. Enfin, vous êtes un peu des lâches. Nous, on est stylés. Et donc, mais en gros, trash talking de combat, tu vois, c'est exactement. un classique. Mais il me semble qu'il l'a dit exactement avec ces termes, d'ailleurs. Oui, exactement. Et justement, en fait, ce que j'aime bien, c'est que l'autrice, elle nous dit bien que, en fait, ça fait mal, quoi. En fait, de battre ces démons, ça va être hyper galère. Et puis, vous allez souffrir. Et quand il s'entraîne, par exemple, quand il se bat, on sent la douleur, elle le dit. C'est-à-dire que c'est pas juste j'ai mal, mais en fait on le voit pas du tout, tu vois. Ils ont créé un hôpital. Non mais exactement. C'est logique. Genre, ils passent des mois à l'hosto à chaque fois pour une rééducation. Enfin, systématiquement, après chaque arc, il y a un moment de non, en fait. C'est aussi pour mettre en valeur ce que Julie disait sur le collectif, c'est-à-dire qu'ils sont tellement forts les démons qu'ils sont cheatés, quoi. Clairement, ils peuvent se régénérer, tu vois, genre si tu les bats pas vraiment exactement comme il faut, ils reviennent. Ils sont même pas blessés ou quoi. Donc si tu veux les battre, t'es un peu obligé de les bananer, quoi. Donc faut trouver des stratégies pour être plus fort qu'eux ou mieux organisé qu'eux, quoi. Oui, mais la parce stratégie... qu'ils peuvent pêcher par l'individualisme. Bien sûr, mais la stratégie narrative à laquelle on a l'habitude, c'est on va cheater les héros aussi. Bah oui. Alors que là... Mais là, d'où viennent les capacités des chasseurs de démons? Alors ça, c'est incroyable. Ça vient d'où? Est-ce que c'est un pouvoir magique? Un pouvoir mystique? Est-ce que c'est une montre extraterrestre? Tu cliques dessus, tu te transformes et après t'as un robot géant qui arrive? Non, ça vient de leur souffle.
en respirant, ils peuvent être plus forts. Je trouve ça tangible, je trouve ça crédible. Ça rejoint ce que tu disais, Clémence. Là, on commence par des héros. C'est Tanjiro le héros. C'est un mec normal qui est juste surentraîné à la montagne, en galère, soit. Et il fait face à des démons invincibles. Mais c'est juste des mecs qui savent super bien respirer et qui vont au bout du corps humain. Bah voilà, ça je trouve ça super intéressant et je trouve ça fou parce que ça leur permet de poser des limites à la transcendance. Bah, moi, ce qui m'intéresse surtout dans les techniques et les pouvoirs dans ce manga, c'est qu'en fait, on s'en fout assez rapidement des pouvoirs en eux-mêmes, tu vois, et même de la chorégraphie des combats, les séquençages des combats, qui est généralement un truc qui est très... justement, un plaisir que t'as quand tu lis un shonen, c'est quand c'est super bien découpé, que genre tu sais que quand il a levé le bras gauche pour contrer le coup de pied de machin, enfin il y a un truc très plaisir de film de Jackie Chan, quoi, vraiment de voir des combats super bien chorégraphiés, super bien séquencés. Là, dans Demon Slayer, il y a un peu un côté beaucoup plus, je sais pas comment on pourrait dire, Sanseiya, quoi. Genre, en gros, c'est j'utilise la technique multi, et genre, t'as une espèce de décor et un truc super graphique, super joli qui se passe. Mais t'as pas vraiment bien compris ce qu'il a fait, quoi. C'est juste, c'est une technique qui fait des. D'ailleurs, tous les mouvements différents, c'est très flou en fait. Enfin, c'est très artistique et kitsch. Et en fait, c'est ça. Et moi, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que moi, en général, en tant que lecteur de shonen, j'adore ça, les chorégraphies de combat. Je kiffe ça, je trouve ça trop bien et tout. Et j'aime trop quand c'est intelligemment fait et que c'est vraiment réfléchi de manière presque musicale et tout. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça me fait penser à Samurai Deeper Kyo. Il y a un peu ce truc aussi dans les pouvoirs qui sont complètement. Oui, abracadabra. Voilà. Et en fait, du coup, je m'en fous complètement des techniques. Au bout d'un moment, j'oublie ça. Et ce qui m'intéresse, c'est plus de me concentrer sur l'affrontement vraiment presque métaphysique entre les deux adversaires, quoi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment chacun va évoluer dans l'affrontement, mais les techniques en elles-mêmes qu'ils utilisent, quelque part, je m'en moque assez rapidement, quoi. Bah, c'est là où l'animé comble très bien les trous, parce que du coup, le fait que ces combats soient pas tant chorégraphiés et que effectivement roue du feu, danse du feu, nanana, ça laisse beaucoup de choix aux animateurs. Ouais, pour faire les mouvements. Pour faire les mouvements, pour inventer des choses et pour créer. Et effectivement, à l'image aussi des Chevaliers du Zodiaque, c'est aussi pour ça que l'animé il prend autant. Et clairement, et puis aussi, enfin honnêtement, même nous en lecteur manga, il y a un plaisir quand même malgré tout esthétique, puisque les techniques sont quand même jolies, quoi. Genre, je veux dire, c'est quand même des belles images. Quand ils utilisent les techniques de l'eau, ça fait des vagues, des trucs, et c'est toujours très bien pensé, très intelligemment fait d'un point de vue esthétique. Mais c'est juste d'un point de vue vraiment. Technique de combat, j'ai moins ce truc, quoi. Bah, après il y a quand même les trucs pour les grands enfants ou les enfants comme des vrais enfants, et les grands enfants comme moi, on a le souffle de la foudre, le souffle de la bête, bien sûr, t'as tous les éléments, les machins et tout. C'est quoi le nouveau j'espère découvrir encore un nouveau souffle. Tu vois un nouveau perso, tu dis qu'est-ce que ça peut être, lui, tu vois son truc, mais au final les techniques en elles-mêmes, on s'en branle un peu, quoi. D'ailleurs, en même temps, à chaque combat, c'est pas tant les techniques qui vont être surprenantes, enfin pour moi, ça va vraiment être le petit flashback que tu vas avoir systématiquement, et tu dis ok, bon alors il va se passer quoi cette fois-ci, genre qui a battu qui est mort dans sa famille. En fait, c'est marrant parce que presque ce que je préfère dans le manga, c'est ce qui n'est pas du combat, alors qu'en général dans les shonen c'est l'inverse, tu vois, c'est assez rigolo. Alors ça dépend, parce que moi il y a des moments où je fais non, là je veux connaître la fin, donc je saute le flashback et je le lirai. Bien sûr que aussi. C'est vrai. Bah oui. Et quand t'es dans le combat, t'es dans le combat. C'est quoi cette pause? Imagine les gens qui lisaient au chapitre comment ils étaient vénères. Non mais moi je suis trop investie dans leur histoire. Ils devaient faire des lettres et tout. Comment ça, vous nous arrêtez en plein milieu du combat? Vous avez que 20 pages, dépêchez-vous. À la semaine prochaine. J'adore votre manga. Bisous. Travaillez Après, plus. Ça c'est un peu à la Olivier Tom dans ma tête, tu sais, genre où ils sont sur le terrain en train de courir, et puis là genre t'as, je sais pas, du flashback, t'es là, non mais pourquoi? Laissez-nous la fin. Autre chose qu'on trouve beaucoup dans les mangas du Jump et dans Demon Slayer, ce sont les ellipses. Les ellipses, le classique du manga d'aventure, mais alors là, ellipse à répétition, hein. Genre au début c'est 1 an, 6 mois, 2 ans et ainsi de suite. Ça s'arrête jamais. Et à chaque fois, il a son ambition qui grandit. À chaque ellipse, il fait ah non, mais alors là, ok, je vais arrêter tous les démons, mais en plus je vais tuer le chef. Alors là, je vais arrêter tous les démons, je vais tuer le chef et je vais tuer toutes les lunes. Et ensuite, je vais aussi sauver ma soeur. Et ensuite, le mec s'arrête jamais. À chaque fois qu'il y a une ellipse, il y a une nouvelle ambition. Et dans son caractère, à chaque fois, il signale toujours ces petites différences. Il évolue, il grandit énormément. En 23 tomes, Tanjiro grandit comme peu de héros dans une autre histoire. Et c'est toutes ces ellipses qui le font grandir et vieillir super vite. Et je trouve ça intéressant. Il a sa bonté naturelle, il a sa gentillesse, il a sa bienveillance, mais à chaque fois, ça ressort de manière différente.
toujours. Et sans effectivement jamais être un but de lui-même comme Inosuke peut l'être à des moments. Le vrai Neketsu. Et surtout, jamais, à aucun moment, il se dit bon, le sort du monde repose sur moi, il va falloir que j'aille sauver tout le monde. Izuku Midoriya, si tu nous écoutes. Il y a une vraie innocence chez lui. Ouais, et il se dit pas, ok, tout repose sur moi, non, ça, ok. Faut qu'il y aille, mais c'est pas sur lui que tout doit reposer, il veut pas prendre le monde sur ses épaules. Et ça, je trouve ça bien, et ça tranche avec une certaine image du manga d'aventure qu'on peut avoir. Ouais, parce que même les autres personnages voient en lui une espèce de personnage clé, mais jamais comme l'élu qui va sauver le monde non plus, tu vois. Non, c'est même pas le meilleur. Il pourrait ne pas en avoir conscience lui-même, mais les autres le projetteraient en lui, mais là c'est même pas le cas. En gros, ils se disent Tanjiro, c'est une ressource super importante parce qu'il maîtrise le souffle du soleil, machin. Enfin, c'est quand même le seul à savoir faire ça. Mais en gros, tout le monde est utile en fait, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça, toujours c'est à aucun moment on se dit genre waouh, en fait, je sais pas, il va être celui, comme tu dis, qui va nous sauver, mais même d'un point de vue de pouvoir. Enfin, c'est-à-dire que il est toujours beaucoup plus nul en fait que tous les autres. Parce qu'à chaque fois, tu dis il y a beaucoup d'évolution. Tu vois qu'il est de plus en plus fort et tu dis tu sais, comme dans n'importe quel jeu, tu dis waouh, attends, peut-être qu'il va peut-être monter et tout. Et en fait, non, pas du tout, non. Il est toujours obligé d'être aidé par les autres parce qu'en fait, son niveau, malgré tous les efforts qu'il fournit, c'est ça qui est fort, tu vois, malgré toutes les ellipses, malgré tous les combats qu'il a. En fait, ça suffit toujours pas, quoi. Non, les autres ont fait mieux. Exactement. Oui, mais moi, je voulais revenir sur les ellipses. Parce que, moi, je trouvais que c'était super intéressant parce que c'était vraiment le côté humain versus démon. Tu vois, parce que les démons, ils vieillissent pas. En fait, c'est ça le truc. Et les enfants, parce que c'est quand même que des enfants. Enfin, il faut dire ce qui est aussi chez le Pourfendeur. Ils sont obligés de grandir et de vivre avec ce truc au jour le jour. Enfin, et ça, je trouvais que c'était intéressant qu'elle ait mis autant de... Enfin, qu'elle, oui, on ne sait pas. Mais en tout cas, que l'auteur ait vraiment posé les trucs de le temps. Il file, quoi. Et t'as pas le temps de te reposer et tu dois faire avec ce que tu peux faire dans ton corps d'humain. Tu vois ? Alors, il est soumis aux aléas du temps. On va continuer à dire elle parce que même si c'est pas officiel, on est tous à peu près persuadés que c'est une autrice. Nous, on a choisi. On a choisi pour il ou elle. Donc on va dire elle. On va revenir sur l'âge et sur tous ces personnages et leur côté juvénile dans quelques instants. Juste pour finir sur Tanjiro. Tanjiro, moi je trouve que il est très très universel et que lui aussi, il a dépassé les cadres du manga et des mangas du Jump, du shonen manga, du manga d'aventure. Il a dépassé pas mal de cadres et il est beaucoup plus universel que tous les autres persos stéréotypés manga, quoi. Il a un truc dans le sens où ça pourrait être le héros d'une histoire young adulte, ça pourrait être le héros d'une histoire de fantasy écrite en Angleterre. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, moi, il m'a fait penser à Yo. Dans Shaman King, oui, forcément. Parce qu'il y a ce truc du détachement aussi, enfin, quelque part. Comment dire, des fois, il est désespéré, il dit putain, on n'y arrivera jamais, enfin, tu vois, et c'est humain. Et en fait, c'est ça, il est super. Il est tellement humain et tellement. Tu vois, il se préoccupe tellement du sort de sa sœur, de sa famille. Et c'est ça, il garde toujours quand même en tête la famille. Là où beaucoup de personnages stéréotypés manga justement ils sont orphelins ou juste c'est pas grave, c'est ma tante, je la reverrai dans 10 ans. Tu penses à qui là? L'amitié reste toujours présente, le dépassement de soi reste malgré tout présent sans la transcendance suprême. Tout est là, mais alors l'exploitation elle est vraiment pas commune. En fait, pour moi, je le résumerais, c'est comme ça que je l'interprète, mais il a une douceur, ce personnage, qui s'éloigne quand même, je trouve, des codes un peu de la masculinité qu'on pourrait dire même toxique, mais c'est-à-dire que pour moi il a quelque chose de... Il est pas dans cet idéal du mec fort qui va tout... Ouais, il est universel. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que finalement il a réussi à convaincre les garçons comme les filles finalement comme les jeunes, comme les vieux. Il y a ça et puis il se voit aussi, pour moi ce qui me frappe c'est qu'il se voit systématiquement comme le membre, l'élément d'un tout, tu vois. Il y a jamais, d'une communauté ou d'un commun, tu vois, mais il se met jamais en avant, il est jamais... il est humble. Il veut des amis parce qu'il considère qu'il fait partie d'un groupe mais tu vois, c'est pas lui avant et les autres derrière, c'est vraiment toujours ce truc de... Il est très sain dans sa tête en fait. Oh là là, quel héros positif. Arrêtons de parler de Tanjiro, on parle beaucoup de lui, mais il est pas tout seul dans ce manga, justement.
Il n'y a pas que lui. Et comme il ne fait rien seul, justement, en quoi toute cette galaxie de personnages est à la fois commune, mais pas comme les autres. Encore une fois. Ouais. Moi, c'est vraiment cet élément-là qui m'a fait penser, qui m'a fait mettre le doigt sur ce concept d'émission. Demon Slayer, le standard pas comme les autres, c'est vraiment cette galerie de personnages où en fait, alors moi je trouve ça s'illustre beaucoup par l'apparition des piliers, le moment où les piliers ils arrivent évidemment, parce que c'est le moment où il y a vraiment beaucoup de nouveaux persos qui arrivent et vraiment moi ce qui m'a toujours frappé dans ce manga, c'est ce truc de tous les persos, je les vois arriver, j'ai l'impression de les avoir déjà vus et en même temps je sais pas, l'autrice elle pousse tellement à l'extrême certaines choses de ces personnages, que ce soit Inosuke, Zenitsu et même les piliers aussi. Il y a un truc qui fait qu'en fait, même dans leur chara design, il y a toujours cette espèce de petit truc en plus qui fait qu'en fait c'est différent. Mais à la fois, je suis en terrain connu, tu vois, genre j'arrive, je me dis oui, ok, on arrive, on voit des piliers et c'est le pilier du feu, de machin, de truc. Tout ça je connais, mais je sais pas, c'est fait d'une manière où c'est les vêtements. Voilà, non mais ouais, alors clairement il y a le style, les vêtements et tout ça quoi. Mais moi ce moment où on découvre les piliers, tu sais, c'est toujours mes mains. Ouais. Toi t'aimes bien, toi tu kiffes. Moi aussi, mais moi c'est toujours dans ma case de mes moments préférés. Là où on découvre la bande des mecs super forts. Mais oui. Et alors là, ça reste un standard, mais moi je repense à beaucoup d'œuvres à chaque fois et je fais ouais, et alors lui c'est comme là et là c'est... Et je trouve qu'elle a beaucoup d'inspirations qui vont à droite, à gauche, mais elle s'est quand même réapproprié toutes ces inspirations pour faire un style vraiment particulier et voilà, c'est toujours un sentiment à part, moi j'aime. Et c'est ça, et tu veux tous les connaître, c'est un peu comme dans Bleach quoi, quand t'arrives les mecs de tous les capitaines de division et tout. Exactement, et là ça fait appel aussi à d'autres trucs de jeunesse, tu vois, c'est ton album Panini que tu veux les autocollants et tu veux la coller entière quoi. Ils sont tous super caractérisés, enfin je sais pas, ouais, en termes de chara design, de pouvoir, de personnalité, ils ont tous les trucs que t'as déjà vu, mais avec effectivement, alors moi pour moi la différence, mais ça tu le découvres un petit peu au fur et à mesure de la lecture, c'est cette différence principale, je pense, c'est ce truc de l'âge, c'est que même les piliers ils ont tous 17 ans quoi, genre ou 15 ans ou 16 ans. Le plus vieux à quoi, 27 je sais pas, ouais, c'est Rengoku le plus vieux, non, ou je sais plus, c'est mais le pilier de la terre, le pilier de la terre, oui, c'est vrai qu'il y a lui, le plus fort. Oui, qui est le plus fort, et genre vraiment il y a ce truc il a 3 femmes. Tu te dis non, ça c'est mais non, c'est pas le même. Vous parliez ça c'est le pilier du son. Oui. Ah oui, vous parliez du... Celui qui pleure tout le temps. Ah oui, celui qui est aveugle. Le moine. Mais c'est vrai que tu te dis mais c'est quoi, un peu, ouais. Tu te dis mais c'est quoi ce monde où les héros, les sauveurs de la Terre, c'est une bande de gamins qui ont tous 16 ans et qui sont tous des légendes déjà. Tu te dis mais comment tu peux déjà être une légende à cet âge-là, tu vois. Et il y a vraiment... parce que ça fait déjà 15 ans qu'ils le font. T'as l'impression qu'en fait elle a tellement poussé au paroxysme tous les codes du shonen, et vraiment ce truc de l'âge, parce que c'est vrai que dans le shonen il y a toujours eu ce truc de... C'est quand même chelou dans le shonen, on est dans un genre où le monde est toujours sauvé par des gamins qui ont entre 15 et 18 ans, tu vois. Et là elle a tellement poussé ce truc de... Il y a non seulement le fait qu'ils ont ces capacités là, mais ils ont vraiment dans leur chair, dans leur tempérament, dans leur histoire, le poids de cette responsabilité alors qu'ils ont 15 ans quoi. Et tu te dis mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est un truc que pour le coup où j'avais jamais lu à ce point dans un shonen. Elle l'a rendu visible en fait. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'elle a vraiment mis en avant cet aspect des choses que finalement tu trouves dans d'autres œuvres, parce qu'on parlait de Naruto, Bleach, c'est des lycéens ou des gamins. Ouais, mais là ça lui permet un truc. Ouais. Ça lui permet de pas avoir besoin de mettre des personnages beaucoup plus forts, déjà vraiment adultes. Ouais, ou des vieux qui sont là pour mentorer. Je pense que c'est aussi une manière d'illustrer cette course du temps dont vous parliez tout à l'heure, sur le fait que les démons ils sont cheatés parce que eux le temps n'a aucune prise sur eux, et nous en fait en plus il y a ce truc de t'as l'impression que la fenêtre d'âge sur laquelle tu peux développer tes compétences pour les battre, elle est très courte, tu vois. Donc c'est aussi je pense que c'est aussi pour matérialiser cette espèce d'urgence. Mais tu vois, même le chef des piliers, il a genre 22 ans, il a déjà 4 gosses, je sais pas, enfin tu sais, c'est vraiment, il y a une espèce de truc. C'était une autre époque. Après voilà, je pense que c'est aussi je pense qu'elle a aussi placé son histoire à cette époque-là parce que ça lui permettait de justifier historiquement ça. Mais tu remarques aussi que les mentors, les profs, les vieux, ils se battent pas. Ils font que enseigner réellement.
Ils sont pas au combat autant que dans d'autres Ils ont des masques et tout. Ils ont plus parce les qu'en fait, capacités. Ils se sont brûlés. à force Exactement. de se En fait, battre. c'est là, moi je trouve ça assez beau en quelque sorte de se dire que finalement, il y a que cette forme de jeunesse un peu innocente qui a encore tout à donner, tout à offrir à la vie, qui sont les seuls à pouvoir tout sacrifier encore pour tuer. C'est-à-dire que- Allez les enfants, C'est vous hyper êtes glauque. jeunes. C'est vrai qu'ils Non, mais ils ont c'est- même pas le droit de vivre, quoi. Bah non, mais c'est en vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est en gros, c'est les seuls. Enfin, il y a que des enfants qui, il faut tout donner pour tuer un démon parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Et qui peut tout donner? Ben en fait des gens qui ont des enfants quoi, qui n'ont pas encore vécu ou qui ont tout devant eux ou qui ont. Oui, mais c'est un peu triste. Mais... ils croient surtout qu'ils n'ont plus rien devant eux. Enfin, parce qu'ils ont ils ont tout perdu, oui. des choses hyper importantes. C'est ça, c'est là où elle est l'illusion. C'est qu'ils sont dans le truc de j'en ai un peu rien à foutre, vivre ou pas. Enfin, oui, mais tu pourrais tant avoir que je des peux adultes tuer des démons qui se disent la même chose parce que j'imagine que les démons ils vont pas attends, est-ce que là on va laisser un petit gamin en vie exprès, tu vois, enfin, ou alors ils sont un peu cons parce que quand même c'est depuis le temps ils devraient s'en rendre compte. Mais Je pense que C'est pas les plus malins les démons. Oui, hein, c'est vrai qu'il y en a c'est qui vrai. sont pas vraiment fut-fut. Hein. Et puis il y avait pas les jeux vidéo à l'époque. Ouais, Tu non. vois, donc les enfants perdaient moins de temps à faire n'importe Ils quoi. Au faisaient moins du sport. Hein. C'est très bien le jeu vidéo. Voilà, ils faisaient du sport, ils apprenaient des travaillaient. choses, ils travaillaient. Ils C'est une autre charbonnaient. époque, ça, ma vieille dame. Oui, bon. Alors, il y a juste un truc quand même que je voulais rajouter, puis parce que ça fait un petit moment que ça me tirait, et puis on est parti après dans d'autres trucs, sur ce que t'as dit, Maxime, tout à l'heure, sur le fait que t'étais hyper excité de rencontrer tous les piliers et tout, et que c'était super. D'ailleurs, j'étais déçu après, parce que du coup, la réaction des piliers est ce qu'elle est. Et ensuite, ils font non, mais c'est bon, en fait. ça, c'est un peu bizarre. Finalement, t'es notre pote. Parce que moi, au début, en plus, je Ils me étaient disais. prêts à le tuer et tout. Ah, ok, puis- en fait, ils vont être des ennemis et tout, et en fait, vraiment, chapitre après, ok, on est poteaux, c'est bon. D'accord. Non, mais c'est pas pour c'est ça. elle des avait pas le piliers, temps, on a elle dit. avait pas le C'est temps. pas Elle des avait pas le poteaux, temps. on a dit dit que c'était des Oui, c'est piliers. ça. Pardon, je me méprends. Mais les piliers ont le droit d'être. Non, en des revanche, poteaux. moi j'avoue que j'ai été frustrée, voire même un peu déçue quand même quand j'ai rencontré les piliers. Tout simplement en ce qui concernait les personnages féminins. Ah, pourquoi Disons Ouais. que déjà globalement dans Demon Slayer, je trouve que alors ça s'améliore vers la fin, mais que globalement les personnages féminins sont vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Enfin, Nezuko est quasi inutile. C'est Pokémon de Taisho. Ouais. Non, mais C'est ça, exactement, dans sa petite boîte là. On s'attend pas à ce qu'elle sorte des remarques fulgurantes. en Non, tout mais Elle est un peu entravée. elle parle la pas, pauvre. elle est réduite à un enfant. Et puis après, du coup, on rencontre deux femmes, on se dit, oh, trop bien, ok, des femmes piliers. Il y en a une, elle a des papillons dans les cheveux et tout. Elle a une petite épée parce qu'elle est pas assez forte pour pouvoir piquer les gens et tout. Là, c'est Et puis elle. l'autre, c'est pilier de l'amour et avec une poitrine. Et je suis là, non, mais en fait, là, je suis désolée, mais là, vous m'avez perdu. Alors, heureusement, finalement, Shinobi, qui est donc pilier du papillon. Shinobu. Ah, Shinobi, oui, parce que. Pilier de pardon. De l'insecte. l'insecte. De l'insecte, voilà. Les Je m'y shinobi, c'est les retrouve. ninjas. Oui, Oui. c'est pour ça que j'ai confondu. Shinobu. Elle est géniale, mais en fait, elle est géniale parce que tu découvres son histoire après, que tu découvres aussi, t'as sa bataille finale, enfin, et ça, c'est génial. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré ce personnage à ce moment-là. Mais avant, j'étais là, non, mais en fait, donnez-moi un personnage Oh. féminin un peu. C'est que tout le attends. monde aime. Nezuko et Kanae, les deux personnages Il y a féminins qui ne parlent Tomoyo. pas, c'est ce qu'on Et préfère. Tomoyo, Bah, oui, Tomoyo, oui, Non. c'est intéressant, mais Je Et franchement, moi, mais personne- alors, moi Ah, je mais trouve je que t'es vachement sévère parce que pour une fois, il y a une galerie de personnages féminins. Elles sont mais différentes. elles sont toutes Et attends, stéréotypées. c'est une seule bitch. Enfin, Mais qui Shinobu quand même. Et comme je disais tout à l'heure, la meuf, elle sourit, elle est confite dans la rage. Enfin, Oui, je veux dire, mais ça, tu c'est le découvres incroyable. après. Ça, tu le découvres. Mais oui, mais c'est très vachement bien plus fait parce que justement, tu t'en, ça Enfin, je suis arrive désolée, tu au moment rencontres où le pilier t'es- de l'amour, t'es elle pas est enfin, la deuxième fois que tu la vois, elle est à moitié à poil en train de se baigner. Enfin, bon, t'es là, ok, super. Et puis elle manque de. Oh, bah, on Ah, est au elle est Shonen maladroite. Jump. Mais oui, voilà. Ah, moi, désolée, j'ai trébuché. Ah, mince, je suis en train Oui. de combattre un démon. Oui, mais au final, tu vois, même elle, ce qui devient sa caractéristique, c'est qu'elle est hyper forte en fait. Oui. C'est sa force, C'est la plus sa force brutasse des physique, brutasses. son pouvoir, tu vois. Donc il y a un truc où elle aime bien jouer quand même avec ses codes elle aime et bien, les tordre un peu. détourner, les tordre un Mm. peu. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est clairement du shonen où c'est les garçons qui ont quand même le beau rôle. On va pas se mentir quoi. Mais, Oui, et Des puis garçons. là, comme dans beaucoup d'autres Des garçons parties de féminins. ce manga, il y a un moment donné où moi aussi je me suis fait cette réflexion. Moi, bon, c'est un peu bof, et en même temps, c'est peut-être ce bof qui fait qu'elles sont aussi bien ensuite. Oui. Tu sais, c'est toujours cette contradiction Et- dans ce titre. À chaque fois que je vois un défaut, je me dis que c'est ce défaut qui amène les qualités de Après, l'œuvre. sincèrement, pour moi, il y a Enfin, que d'autres Shinobu. qualités.
qui sauve un peu le truc. Alors peut-être que j'ai oublié les histoires un peu des autres, hein, clairement, mais pour moi, son histoire, elle est exceptionnelle et en plus, elle se fait un peu le miroir de l'histoire de Tanjiro parce que pareil, elle aussi, elle a perdu sa sœur et finalement, elle est totalement tombée dans la colère, dans sa propre rage. Elle a même finalement, elle est plus du côté de la vie. En fait, elle veut mourir, elle veut se sacrifier, elle veut tuer le plus de démons, en emporter le plus avec elle, mais elle est plus tournée vers la vie, alors que Tanjiro, tout du long, son objectif, c'est de sauver sa sœur et de vivre avec elle. Et pour moi, ça, c'est très beau, et j'adore cette histoire. Mais au-delà de ça, moi, c'était juste mon sentiment. J'ai trouvé que, quand même, les histoires les plus intéressantes, c'était pas au niveau des meufs qu'il fallait les trouver. Dernier mot, Julie ? Ouais, non, pour revenir sur l'histoire du pilier de l'amour, là, moi, je disais tout à l'heure, j'aimais bien comment dire, ce que disait l'auteur, et à travers les interchapitres, par exemple, à un moment, elle joue sur ça, de dire que la pauvre fille, elle est très forte, mais elle est assez naïve, et en fait, elle s'est fait avoir par le mec qui fait les uniformes, qui lui fait exprès un truc qui est un peu aguicheur, quoi, et puis elle se rend compte que, elle s'est fait un peu avoir, et enfin, je trouvais ça drôle. Je trouve pas que ça soit quelque chose ça m'amuse moins, moi, j'avoue, mais de si violent. Sur les piliers, il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on a leurs histoires, leur backstory à tous. C'est ça aussi, et que ce soit les piliers, mais même quasiment tous les personnages secondaires, et c'est ce qui fait que, pour rebondir un peu sur ce que disait Clémence, tu vois, Shinobu, c'est plus tard qu'on le sait, mais genre, en vrai, moi, je trouve que tous les personnages, ils ont un peu droit à leur moment de gloire, même les personnages un peu faibles, parce que justement, il y a une gestion des backstories et des flashbacks par l'autrice qui est quand même assez magistrale, quoi. Moi, honnêtement, en général, la mécanique des flashbacks, c'est un truc qui me gonfle un petit peu dans les shonen, parce que ça devient vraiment très... mécanique. C'est vraiment devenu un truc mécanique, très codifié. Et là, c'est vrai qu'elle en use beaucoup dans Demon Slayer, mais je sais pas, elle a une manière à chaque fois de les amener pour que cette histoire s'intègre vraiment bien dans justement ce que tu es en train de vivre, que ce soit, c'est souvent dans les combats que ça se révèle, tu vois, mais il y a toujours ce truc qui fait que du coup ça va justement mettre la lumière sur un personnage, et ça peut être effectivement sur des trucs très anecdotiques comme les interchapitres, ou alors des flashbacks très narratifs, très qui vont complet. vraiment raconter une histoire et un bout d'histoire complet, se lisent assez vite malgré tout, et qui se lisent vite, et je trouve qu'il y a surtout c'est très fluide en fait la manière dont ils s'intègrent dans le récit. Là où dans d'autres shonen ça peut être très mécanique et très genre ok là on va avoir au flashback de machin et tout, et là je sais pas, tout ça s'imbrique assez naturellement, et c'est ce qui fait que même des persos un peu faiblards trouvent un peu un moment leur petit moment de grâce. Après c'est lié à son rythme, elle a un rythme, tu sens qu'elle le maîtrise en tout cas au niveau de la narration, et donc elle peut se permettre d'avoir des petits flashbacks rapides, t'as tout compris. Et ça a duré juste quelques pages. Moi, ce qui me surprenait à chaque fois au niveau des flashbacks, c'est les flashbacks d'interchapitres. Ça, en plus, t'es même pas obligé de les lire, mais à chaque fois, il y en avait, tout le temps. Au début, pas trop, et à partir du tome 7-8, elle commençait à mettre ça de manière systématique. Chaque fois, je me dis, c'est marrant. Puis, dès que je retombais sur un autre de ces flashbacks, j'étais surpris, je fais tiens, un autre petit flashback, je vais le lire. Et en plus c'est des histoires sur des personnages secondaires, sur des personnages tertiaires, sur des personnages inexistants, et ça continuait, et ça m'a fait penser aussi à To Your Eternity, qui avait aussi ce truc on continue l'histoire sur des persos qu'on abandonne dans l'histoire. Oui, déjà, tous les personnages qui n'ont pas un chara-design hyper chiadé, en général, on se dit, lui, on oublie. Alors que là, ils sont quand même là. Il y en a qui sont tellement peu chiadés et qui sont là tout le temps aussi. Moi, je suis... le chara-design, c'est pas un truc qui m'a vraiment touchée. J'ai pas été sensible du tout à ça. Mais je trouve que, effectivement, elle a un sens du récit qui est super, et qui fait que, t'es entraîné dans ce qu'elle raconte, même si moi j'y suis allée à reculons, et finalement je voulais absolument savoir la suite, et il y a plein de moments où j'ai été surprise de pleurer tellement c'était émouvant, et des fois ça te déchire le cœur quand même, ce qu'elle leur fait vivre. Et puis moi surtout ce que j'ai trouvé assez fort aussi, c'est le côté pareil, du coup c'est surtout au moment de l'apparition des piliers, comme je disais, il y a vraiment plein de personnages qui arrivent, et du coup tu vas te dire on va quand même avoir pas droit aux histoires de tous ces gens là, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup, et en fait si, et c'est surtout il y a ce truc de ça c'est pareil, c'est un truc qui est dans le shonen, c'est
bon, ce perso-là, il va peut-être pas se révéler maintenant, ce sera peut-être plus tard et tout. Et il y a des persos vraiment que t'as vu très très tôt, dans les piliers notamment. Et ils vont vraiment se révéler, mais dans le dernier arc, mais même quasiment dans les 3 derniers tomes de la série, quoi. Et je me disais, putain, j'espère quand même que quand elle va parler de ce personnage-là, ça va pas être genre, elle va pas le mettre un peu au chausse-pied, genre, bon bah à ce moment-là, faut que je vous parle de lui parce que, et genre, bah sur le pilier du serpent, ça m'a fait ça parce que lui, ce gars-là, il est là, il arrive. Il est sous le radar tout le temps. Ouais, puis il est stylé, tu vois, il a vraiment le look clairement du perso, genre que t'as déjà vu, avec, il cache un peu son visage et tout, machin. Salut, je suis le Levi Ackerman de ce manga. Exactement, tu vois, genre. Et puis tu fais, ok mec, mais quand est-ce que tu fais quelque chose là? Parce que honnêtement, t'es là depuis le début. Tu n'as pas été créé que pour les Fujoshi. C'est ça, quoi. Fais quelque chose. Et en fait, du coup, bah, c'est bon, on en parlera au moment de la fin, mais genre, bah, finalement, il va avoir son moment de gloire dans les 2 ou 3 derniers tomes. Et c'est trop cool, quoi. Enfin, genre, son histoire, elle est incroyable. Le perso, il se révèle de ouf. Et genre, t'as à la limite l'impression que c'était le perso préféré de l'autrice et qu'elle s'est dit, je vais vous le garder pour la fin, vous allez voir et tout. Et ça, je trouve ça super fort d'arriver à ne pas décevoir sur ce genre d'attente parce que c'est un truc qu'on a tous, l'attente de voir un personnage stylé intervenir à un moment donné. Et là, je sais pas, elle arrive toujours à le faire de façon. Réussi, quoi. Et sans spoiler, on va bientôt parler de la fin, mais sans spoiler, qu'est-ce qui morfle tous les piliers? Alors, ils ont morflé toute leur vie, et là dans l'histoire ils vont morfler encore, hein. Ils prennent bien cher. Il y a une autre catégorie de personnages. Il y a les piliers, il y a les héros, les personnages secondaires, il y a les randoms. C'est qui les randoms? Ceux qui n'ont pas de nom, les autres pourfendeurs, les randoms, qu'est-ce qu'ils prennent cher eux aussi? Ouais. Non, mais vraiment... les stagiaires. Ah ouais, mais j'ai pas souvenir de voir autant de randoms présents dans un hit comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de. L'attaque des titans, enfin, c'est un peu la même idée d'avoir un bataillon et puis hop, tout le monde part au casse-pipe. Ils ont du dialogue. Bah ouais. J'ai 2 lignes et toi ouais, mais franchement, ma scène a été coupée. Genre, ils ont été au casting en fait. Oui, t'as l'impression qu'il y a des petites histoires quand même. Ils ont leurs petites répliques, leurs petits machins. C'est limite, et tu sens qu'ils ont ils ont leur life. Bon bah là c'est terminé quoi. Mais bon, visiblement avant ils avaient l'air sympas. Il y en a qui étaient un peu des connards. Il y avait un peu il y avait de tout quoi. Moi j'aime pas les araignées. Il aime bien. Oui, c'est ça. On va se faire capturer avec Zenitsu, ça va être chouette. Enfin voilà. Zenitsu justement et Inosuke dans tout ça. Comment vous les avez trouvés, perçus? Eh bien moi j'ai mis une réflexion. Je me suis dit Tanjiro, il est quand même assez parfait. Enfin, et pourquoi est-ce qu'il ne m'agace pas plus? J'ai compris que Zenitsu c'était genre le paratonnerre. Toutes les merdes, toute la connerie humaine et masculine disons, elle tombe sur les deux, que ce soit Inosuke et Zenitsu. Donc t'as une espèce de trio qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui tombe, t'as Tanjiro qui est là genre ah mais non c'est bon haha arrondissons les angles, et les deux autres qui s'excitent en mode et t'as le pervers et le bourrin, voilà. Il y a Tanjiro au milieu genre la civilisation et puis les deux trucs opposés extrêmes de la violence. Les aspirateurs à défaut. Le paratonnerre à défaut quoi. Ceci dit c'est une bonne idée pour toute personne qui est en train de concevoir un manga de ou faire même un dans héros. votre vie prenez 2 amis horribles. En fait ce que je trouvais être la vraie nous on a pris de Johnny et Cagnard. Mais ce que je trouvais être la vraie bonne idée dans ce trio, c'est que en fait Zenitsu et Inosuke, ils incarnent le sidekick rigolo, mais ils sont 2. Donc du coup en fait ce rôle un peu chiant de il est dédoublé. La petite caution comique, bah non justement elle est diffusée entre les deux, tu vois, et du coup ça fait un truc qui fait que ça te gonfle moins parce que du coup en plus ils ont pas chacun complètement les mêmes ressorts comiques, même si c'est quand même des gogoles tous les deux, tu vois, mais et en vrai ils ont vraiment ce truc de à la fois ils se ressemblent pas, et ils endossent à eux deux cette charge comique du manga. Mais du coup je sais pas, je pense que le fait qu'ils soient 2 ça fait qu'elle est moins indigeste que ça pourrait être si c'était qu'un seul perso, tu vois. Ouais, complètement. Parce que en vrai même Tanjiro il a souvent des doses de débilité aussi, mais en fait c'est comme c'est mignon, c'est comme cute, c'est quoi, comme il se projette dans autrui, donc quand il est avec des gogoles c'est un caméléon, donc, quand il est avec des débiles il devient débile, et quand il est avec des mecs stylés il devient stylé, tu vois. Oui mais il a meilleur goût, il a une limite dans sa débilité. Mais bon, par contre, moi je dis big up à l'auteur, l'autrice, parce qu'elle arrive à rendre, vraiment expressif un mec qui porte une tête de sanglier sur la gueule. Et tu ressens tout ce qu'il ressent. Enfin, c'est vraiment très fort. Et l'histoire le flashback sur Inosuke, c'est terrible, quoi. Vraiment, c'était un des meilleurs moments, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. J'adore le double design, l'idée, le concept du double design, la tête de sanglier et de cette beauté derrière.
Je trouve ça Les deux, de incroyable. toute façon, on parle du côté un peu paradoxal de cette œuvre qui joue sur les codes. Et clairement, que ce soit Inosuke ou Zenitsu, c'est exactement ça. Avec le mec qui est un gros naze. Un gros naze, mais en fait, quand il dort, c'est trop un mec hyper badass et stylé. Et l'autre qui est un gros bourrin, tu sais, genre des montagnes, tête de sanglier. Et en fait, quand il lève son truc, genre c'est une beauté parfaite, genre qui passerait pour. C'est bizarre, genre qu'on peut un mec qui habiller en passerait fille à pour tout une moment. femme. Bon, il y a les hommes qui sont très beaux et qui sont quand même des hommes masculins, quoi. Mais bon, bref. Mais voilà, Inosuke et Zenitsu aussi, ils ont leurs propres petites contradictions qui ont beaucoup apporté à l'œuvre. Comment vous avez trouvé l'écriture de Muzan et des Lunes ? Ah là là. Moi, j'ai bien aimé. Moi, franchement, j'ai trouvé ça. Parfois, j'ai même trouvé que les histoires de certains antagonistes étaient presque un peu plus intéressantes que celles des héros, parfois. Celles des piliers, surtout, ouais. Je sais que les 3 lunes principales, par exemple, c'est. Donc, j'ai noté parce que je me souvenais de Akaza et Doma, mais j'oublie tout le temps le premier, c'est Kokushibo. Et en vrai, moi, j'ai grave kiffé leur backstory et je les ai trouvées super intéressantes parce qu'en plus, il y a ce truc un peu de twist, c'est-à-dire que quand ils sont devenus des démons, une partie de leurs souvenirs ont été effacés, une partie de leur personnalité aussi du coup a vachement changé, et en fait c'est hyper intéressant dans les combats, leur évolution, où tu comprends leur histoire. Bon, après t'as des personnages en plus très différents, genre Doma le psychopathe total, c'est juste, il ressent aucune émotion, il adore la souffrance, il mange des jeunes femmes. Et à côté de ça t'as Akaza qui est un peu la figure de la tragédie par excellence, tu vois, qui a tout perdu et qui maintenant Après, ouais, ce qui rend ça, je pense, qui est intéressant, c'est que c'est le concept du manga, c'est que les démons sont tous des humains à la base, quoi. Et du coup, il y a ce truc de contamination par le mal d'être humain. C'est ça aussi qui te les rend attachants et qui fait que ça permet à l'autrice de créer des backstories super intéressantes et justement des ambiguïtés dans les personnages, des choses vraiment qui fait que tu vas aussi t'attacher à eux, alors qu'à la base c'est quand même des incarnations du mal et tout. Et donc je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle a voulu que les démons soient pas juste des émanations du, tu vois, genre je sais pas, c'est pas un portail qui s'ouvre avec des démons qui sortent, c'est vraiment l'humanité qui est contaminée par un mal et qui va qui va se nourrir de leur propre tu vois, de leur souffrance et un truc de comme ça, de leur souffrance et tout. Surtout la souffrance. Et à la limite, le seul qui échappait un peu à ça, c'était Muzan, parce que tu dis lui, du coup, c'est l'originel, donc du coup. Et en fait, même lui, il a le droit à sa backstory qui fait. Et je trouve que pour le coup, là, elle a encore une fois réussi son coup, c'est que elle est pas décevante, sa backstory. Elle a vraiment un truc elle apporte au personnage, elle apporte à. Et ça te le rend pas sympathique pour autant, parce que quand il y a l'affrontement final dont on parlera, c'est vraiment un monstre, tu vois. Mais je sais pas, il y a quand même eu ce truc qui fait que t'as eu l'explication quand même, quoi. Pour le coup, je trouve que c'est ça qui est aussi très bien écrit, c'est que tu sais qu'ils vont jamais être copains. Enfin, il y a aucune... Là, elle sape le truc de « ouais, on va se battre, se taper très fort et on va devenir potes ». Non, parce que c'est impossible. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose dans les démons qu'elle crée qui font que c'est des pourris et ça reste des pourris. Tu peux avoir de la compassion comme Tanjiro, tu peux te dire « ah, les pauvres, ils ont vraiment une vie de merde et tout », mais je pense que tu peux pas dire « ah, c'est mon héros », tu vois, genre c'est mon super... Il y a des gens qui sont fans de Hisoka, il y a des gens qui sont fans de certains qui sont bien des pourris aussi, tu vois. Mais là, il y a une espèce de retenue de dire non, enfin il est de l'autre côté de la ligne, il n'y va pas. Je siffle la fin du non spoil et maintenant, à partir de maintenant, okay, attention, on compte jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, on peut alors spoiler. À la fin, il se trouve qu'il y a... Ils sont tous morts, ok. Au moment où, à la fin, du coup, Muzan ou l'esprit démoniaque essaye de convertir Tanjiro. Ah, qu'est-ce que c'était bien trop. J'ai cru. Ouais. Ah bon ? Ouais, moi j'y ai cru aussi. Hein. J'y ai cru. Non, j'étais dedans. Je me suis dit non quand même, mais j'ai cru. En fait, non, c'est ça, il y a le beau geste. Tu vois, le mec, il essaye. Ouais, jusqu'au bout. L'esprit démoniaque, jusqu'au bout, va essayer de en fait, pervertir. C'est ça que je voulais essayer d'exprimer. Je pense qu'elle a réussi parce que dans sa description du mal, elle montre à quel point le mal est vain. Enfin, je veux dire, il y a rien derrière. Donc, le mal, c'est le mal. Voilà, tu peux succomber, mais... En fait, tu seras trompé. Enfin, je veux dire, c'est une espèce d'illusion. Ça va être creux, ça sera décevant. Et je trouve qu'il y a quelque chose de. Et à la fois, elle te dit que le mal est une contamination. C'est un truc vraiment de.
qui n'arrive pas comme ça, qui tombe pas du ciel, quoi. C'est un truc vraiment après, qui. Et comment est-ce que lui, il est devenu comme ça? Justement, ouais, il a été, c'est comme un virus, il a été il transformé, a été contaminé par un truc, quoi. Un médecin. Il n'est pas sorti des enfers, quoi. Tu vois, c'est un truc. C'est ça aussi. Si, c'est des des trucs scientifiques. Enfin, tu vois, genre c'est un médecin qui a tenté un truc et tout, vas-y pour le sauver. Et puis en fait, du coup, il a créé. C'était dans ce sens-là. Ouais. D'accord. Parce que moi, je me dis, il y a quand même un fond très... Bon, après, j'ai des connaissances pas très poussées, mais très bouddhique de Tanjiro. Bon, il y a un truc de... il faut laisser ses désirs, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de renonciation, alors que Muzan, au contraire, il est vraiment dans l'envie pure de... je veux. Mais c'est le fait d'être un démon qui le pousse dans ce sens-là, plus que le personnage ne l'était. Et s'il est devenu aussi comme ça, c'est son passé qui a fait... Enfin, finalement, tout est expliqué d'une manière ou d'une autre. Tout n'est pas forcément satisfaisant en termes d'explication, mais tout est expliqué. De manière générale, comment vous l'avez trouvé, cette fin qui est vraiment... que j'ai trouvé unique, ne serait-ce que parce que le héros a failli mal tourner et déchirante parce que... tout le monde morfle. Moi, pour moi, la fin, c'est un gros sentiment de désespoir qui infuse vraiment tout ce dernier arc. C'est assez incroyable. Moi, j'ai rarement lu un arc de shonen aussi désespéré de mémoire de lecteur de shonen. Genre, je pense depuis les Chimera Ants dans Hunter, où là, il y avait ce truc quand même de... c'est sans espoir, quoi. Vraiment, vous allez jamais vous en sortir. Il y a aussi ce truc en plus dans les Chimera Ants aussi de... c'est pas le héros finalement qui va régler les problèmes et tout ça. Et elles évoluent et tout. Et puis il y a le côté cheaté des monstres et tout. Et là vraiment il y a aussi ce truc de mais c'est comment, et chaque affrontement a son lot de désespoir, et a son lot de on n'y arrivera jamais, et chaque lune il faut s'y mettre à je sais pas combien pour la battre et tout, et même chaque combat a ses rebondissements, et il y a vraiment c'est vraiment comment dire, le paroxysme, c'est évidemment Muzan, où l'affrontement il est vraiment il met ça au maximum, mais je trouve que chaque affrontement de cette espèce de dernier arc là avec les dernières lunes qui vont affronter et tout ça, il y a ce désespoir, quoi, qui est tout le long de l'arc, quoi. J'ai eu un doute à un moment donné, je me suis demandé est-ce que ça va quand même pas être interminable tous ces combats, et finalement ça l'est, mais ça passe. Oui. Ouais, mais c'est vrai que c'est super long. Mais je pense que ça joue, enfin, justement, ça joue un peu sur ce côté de désespoir. C'est-à-dire que t'as l'impression que la nuit ne finit pas, que tu vois, tu les vois, ils donnent tout. Tu dis, attends, ça c'était sa super attaque de je sais pas quoi. Puis en fait, non, ça suffit pas. Il faut en remettre une couche. Et à chaque fois, t'es là. Et ça joue vraiment dans cette ambiance un peu morbide, quoi, où t'es là, où en fait, on va jamais s'en sortir. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça fonctionne à la fin, parce qu'en fait, toi-même, t'es dans un état de tension extrême, waouh, comment ça va se terminer. En tant que lecteur, tu veux pas que tous ces personnages disparaissent. Tu as envie qu'ils y arrivent. Tu veux bien qu'il y en ait un ou deux qui meurent. C'est dur. Oui, mais tu les vois ceux qui ont les coupes de cheveux les plus pourris, ok. Mais tu les vois tomber aussi au fur et à mesure. Tu les vois estropiés, et tu sais bien, t'as bien compris en plus que ça va pas repousser. Et donc, au fur et à mesure des combats, quand bien même il y en a un ou deux qui se terminent, en fait, tu dis d'accord. Donc là, en fait, il y a déjà la moitié des personnages que j'aimais bien qui viennent de mourir dans cette bataille. Super. Et en fait, le désespoir te prend un peu aux tripes comme ça jusqu'à la résolution. T'as un peu le Deus Ex de la tâche quand même qui aide un petit peu, qui n'était pas nécessaire. Mais c'est toujours, mais c'est une condamnation, la tâche. Et puis c'est une condamnation, c'est vrai. Un peu ce que je disais sur les pouvoirs tout à l'heure, c'est qu'au final tu t'en fous un peu. C'est un truc qui a rajouté pour créer des nouvelles étapes et tout. Mais je trouve que ce désespoir, il est vraiment même visible, tu sais, dans les expressions des personnages, et certains, genre, tu sais, même celui, j'ai oublié les noms, je suis désolé, celui qui a une cicatrice là, qui est le frère du pilier j'ai envie de dire Gagnère. Bref, lui c'est vraiment déjà le mec de base, il est pas sûr de lui, et il est persuadé d'être une sous-merde et tout, et là il se dit non mais je sers à rien, mais je vais quand même essayer de servir à quelque chose, et il se fait couper en deux et tout, et tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment on peut quand même en sauver un ou deux, je sais pas, il y a vraiment ce truc qui est dur, quoi. La souffrance est vraiment je sais pas comment dire, elle est palpable, quoi. Carrément. Et des fois c'est vraiment difficile d'endurer, parce que tu te dis mais là c'est trop. Enfin, tu vois, ça commence au tome 16, tu sais que tu dois aller jusqu'au 23, et tu te dis, mon Dieu, mais c'est le marathon de la douleur. Alors comment toi, t'as tout lu d'un coup, nous, on le savait pas. Alors moi, j'ai beaucoup bingé, j'avoue, j'ai tout bouffé à la fin, et donc j'en pouvais plus. Alors, il y a des moments où clairement, j'étais là, genre, c'est trop d'un coup. Donc
c'est pas plus mal d'avoir des petites coupures, des petites pauses. Mais je trouvais que, enfin, même dès le départ, quand tu les vois déjà au début s'entraîner, etc., le corps, il est tellement malmené. Enfin, ça, c'était un peu douloureux pour moi. J'ai eu vent de quelques rumeurs. Quel est le vrai du faux là-dedans ? Il doit y en avoir un petit peu parce qu'elle en parle d'une manière ou d'une autre. C'est que sur la fin, alors combien de tomes, ça je sais pas, mais Koyoharu Gotoge était proche d'une dépression, ou en tout cas elle se sentait pas bien dans son manga, dans son rôle, elle avait des soucis. Quels étaient ces soucis, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que par moment elle parle à travers ses personnages dans ce dernier arc. Des fois je voyais des super déclarations, c'était vraiment, ça venait du cœur. J'ai l'impression que ça venait de son cœur à elle, qu'elle parlait à travers eux. Tu sens que en fait il y a une forme de lutte peut-être interne, je sais pas si exactement si les rumeurs étaient fondées ou pas, mais effectivement tout cet arc là tu sens une lutte mais vraiment infinie, totale, qui est extrêmement douloureuse, et jusqu'au méchant, jusqu'à Muzan, où en fait clairement il est beaucoup trop fort pour qu'il y ait le fameux 1v1 final de tous les shonen dont on a l'habitude, où tu te dis ok c'est bon, c'est le moment. Là en fait tu sais pas, parce que t'as pas ce moment là que tu peux reconnaître. Tu vois, on disait on reconnaît beaucoup de codes. Moi j'ai trouvé dans la fin, j'ai pas retrouvé énormément de codes habituels, en tout cas à ce niveau là. Et où tu vois en fait ils sont tous obligés de tout donner pour essayer de piéger le méchant, tu vois, genre d'avoir des stratégies hyper poussées. De toute façon ils savent que de toute façon ils vont crever à un moment donné, ils donnent tout. C'est l'avantage de la tâche en Deus Ex, et en même temps du coup ça les pousse à tout donner sans rien regretter. Oui, mais ils sont même obligés d'attendre que le soleil arrive, enfin genre c'est même pas eux qui peuvent le buter, c'est le soleil. C'est ça, c'est en vrai même la victoire finale, elle a cette espèce d'arrière-goût un peu aigre quoi, de genre ils ont pas vraiment gagné en fait, ils ont gagné parce qu'ils l'ont piégé comme t'as dit. Ils se sont battus principalement pour gagner du temps, parce qu'en fait l'élément qui va battre le méchant, c'est pas la transcendance des humains qui vont c'est un élément naturel, c'est le soleil qui va le tuer quoi. Donc en gros ils se battent juste pour gagner du temps, pour que le méchant se fasse toucher par ça. Et même genre jusque dans moi c'est une scène c'est quasiment une de mes scènes préférées de tout le manga, c'est vraiment quand justement Muzan il a over, je sais pas comment on dit ça, mais genre trop quoi, ouais. c'est trop, et il se transforme en espèce de bébé géant, oui, monstrueux, et il se jette par terre en essayant de creuser dans le sol et tout, et pour essayer d'échapper au soleil. Et je me suis dit mais même cette transformation finale du méchant, elle est complètement elle est monstrueuse proprement, mais genre vraiment pas monstrueuse dans le sens il est trop puissant là, il s'est vraiment transformé en une espèce de truc complètement pathétique. En fait ce passage il fait écho au premier démon qu'on voit dans l'examen. Oui, c'est ça. Et tu vois, j'avais pas fait attention à ça, mais j'ai trouvé que vraiment ça, cette idée de faire régresser le méchant dans cet état fétal quoi, de vraiment revenir à ton espèce de forme originelle mais dégueulasse quoi. Et puis du coup genre ton dernier move c'est même pas de te battre ou quoi, c'est d'essayer de creuser, de te cacher dans la terre parce que t'as peur de... Ça y est, maintenant il a perdu parce qu'il a peur et tout, mais genre c'est... Et même dans cette forme-là, ils arrivent pas, ils ont même plus la force d'arriver à le couper. Parce qu'on dit que c'est le soleil, il y a quand même Tanjiro et Kanae. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui se battent, et il y a le pilier de la terre qui a fait ses trucs et tout, mais c'est juste que même dans cette forme pathétique, ils arrivent pas quoi. Et donc tu dis mais à quel moment ils vont s'en sortir quoi. Après moi j'ai pas ressenti ça, mais parce que je l'ai lu effectivement à la suite, tu vois. Mais par exemple j'ai vu beaucoup, par exemple le 1 versus 1, là où j'ai trouvé que c'était encore une fois novateur, c'est parce qu'il est intérieur. C'est à l'intérieur de Tanjiro qu'il se bat contre l'autre qui est là, qui veut essayer de le persuader, etc. Et t'as cette image qui, moi, encore une fois, on l'a vu partout, dans les génériques de Naruto, dans Fairy Tail, où tu vois les mains de tous ses potes qui le poussent vers le haut. Et là, tu dis, bon, là, si c'est pas un hommage à tout ce qu'on a bingé et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, je vois pas ce que c'est. Mais je trouvais qu'il y avait une espèce de... ça, c'est vraiment top. Enfin, tu vois, d'avoir ce truc de le soleil arrive et là la lumière, l'ombre, les ténèbres sont terrassées, mais encore une fois parce que le mal il est vain, il est creux, il y a rien, il y a juste un pauvre truc qui fait pute
quand il y a trop de lumière, quoi. Après, je trouve c'est ça c'est une lectrice aguerrie, hein. Ouais, C'est une complètement. lectrice Mais ça se aguerrie voit. parce que dans ses références, elle va citer Fujiko et Fujio, Doraemon. Doraemon. Elle va citer Parasite de Iwaki. Elle va citer en plus de Parasite JoJo's, Berserk, Crayon Shinchan, Oui. Gintama ou Ranking of King plus récemment dans les titres qu'elle a aimés et qui pouvaient sortir en même temps. Et c'est vraiment une belle palette d'influences. Évidemment, avec son éditeur, il y a du Hunter aussi qui revient, sans doute. Sailor Moon. Oui, aussi. Bah parce que tu vois, par exemple, il y a un moment où on voit les piliers qui sont épuisés, tu vois juste leur corps qui jonche les différents débris qui entourent la scène de bataille. Ça, c'est une image que tu vois dans Sailor Moon. Enfin, elles se font toutes latter les unes après les autres et l'héroïne, elle est là, genre putain, elles sont toutes mes copines sont mortes. Enfin, il y a ce truc-là. Moi, ça m'a fait penser à cette scène-là. Et ce qui est marrant aussi, c'est que quand elle a dû déménager à Tokyo, quand sa série a commencé, elle ne connaissait pas du tout comment se passait la vie d'un mangaka. Donc du coup, elle est allée chez Yuki Tabata, l'auteur de Black Clover. Pour voir comment on gérait ses assistants, comment ça se passait une journée de mangaka et tout. C'est marrant parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait pas programmé d'être à ce poste-là ou de faire ce genre de métier. Elle a commencé très tard à dessiner, je crois, à faire du manga vers le lycée. Donc ça a pris du temps, tu vois, malgré tout, et parce qu'elle a commencé assez jeune, elle est née en 89. Donc elle a commencé assez jeune à faire une série aussi longue, aussi grande, et dans l'ensemble, moi je trouve que la série est réussie. Après c'est pas une nouvelle, hein, quand on voit qu'il y a autant de fans dans le monde, je n'annonce rien d'incroyable. Moi je pense que j'ai tout adoré dans cette forme. Je suis évidemment déçu que ça soit terminé, parce qu'on est toujours déçu. C'est pour ça que souvent on n'aime pas les fins, on est déçu que ça soit terminé. Donc du coup on met cette déception sur des éléments un peu tangibles. On essaye de se rassurer soi-même. Mais le double sort de Tanjiro, la renaissance de Nezuko, qui ça y est n'est plus un Deus Ex, parce que moi j'étais persuadé qu'à un moment donné Nezuko elle est arrivée et elle allait défoncer Muzan. Et non. Et il allait se passer un truc. Mais non. Mais c'est génial. Elle est juste guérie. Hop là. Ah mais non, elle est pas juste guérie. Elle va sauver son frère qui Oui. est en train de devenir un démon. En et le elle lui convainquant. rend, tu vois, elle lui rend l'appareil et en quelques pages, elle fait toute l'histoire du manga, mais à l'inverse. Et je trouve ça génial. Enfin que t'as été là pour moi, je suis là pour toi. Enfin. Et le fait que Kanao arrive aussi à ce moment-là. Toi, tu veux la placer absolument. Ouais, parce que évidemment, en fait, parce que son rôle est très lié à celui de Tanjiro. Parce que Tanjiro lui permet aussi de s'émanciper, d'avoir confiance en elle, et à la fin, sans elle, ce serait un démon. Hein. C'est surtout qu'il lui redonne goût à la vie, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça, voilà. Et en même temps, je suis pas content aussi de toute cette. Non, évidemment, parce que en tant que lecteur de manga à 50 tomes. 23 c'est pas assez, je suis désolé, hein. Moi je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y avait encore plein de choses à raconter, qu'il y avait beaucoup trop de personnages. Il y aura des trucs. Mais je sais pas si ça aurait été aussi fluide, tu vois, justement dans cette parce que et on aurait dit non mais Demon Slayer c'est vraiment les 23 premiers tomes qui sont bien et la suite ça... Clairement parce que... mais on aurait tout lu. Le problème c'est que quand tu pars dans l'arc final au tome 16-17, en fait ça... bon après faut quand même terminer. Ouais, mais puis regarde finalement cet arc final par rapport à la grande guerre de Naruto, c'est moins long, hein. C'est moins long, tu vois, c'est moins interminable, c'est vrai. Pour le coup la fin, moi je la trouve voilà, genre, je trouve que tu sens le soulagement de la fin, et en fait moi ça m'a fait plaisir d'avoir une belle fin, joyeuse. Ok, bon, il y en a plein qui sont morts, bon, très bien. Mais quand même, le héros, Nezuko, ses potos, piliers, bon, bref. Non, mais enfin. Le après, il est réussi. Le après, il est réussi. Non, le et après. Oui, c'est ça. Non, mais en tout cas, tu sens qu'il le mérite. En fait, il y a un peu ce truc de, en tant que lecteur, surtout après cette nuit-là terrible qui a duré des tomes et des tomes. En fait, ça te fait du bien de les voir comme ça. T'es là, enfin, franchement, moi, j'étais heureuse. J'étais là, ok, c'est bon. Je peux fermer maintenant, c'est bon, ils sont contents, c'est terminé. J'accorde toujours une importance, moi, à ce et après. C'est vraiment un moment que j'aime quand je termine le manga, c'est qu'on nous donne
Un petit aperçu. Un petit aperçu, ouais, quelque chose. Du moment que c'est pas comme Harry Potter. Même finalement dans Harry Potter. Par contre, ça me va aussi, tu vois. Les couples qui se forment, la descente. Moi, je trouve ça rigolo. J'ai J'aime quand même bien. une vraie question sur ce. Et après, c'est que. Alors, moi, j'avoue que j'en avais un peu rien à foutre. Mais... non, mais. Et puis, globalement, déjà, il y a eu tellement de persos dans le manga qu'au bout d'un moment, je savais même plus qui était descendant de qui. Et à un moment donné, je me suis aussi dit, mais. Attends, c'est possible que lui, il ait eu de la descendance parce que il avait 15 ans, il est mort, donc du coup, à quel moment il s'est reproduit pour créer Non, mais il y a eu des réincarnations, non ? Il n'y a pas eu des histoires de réincarnation des piliers. Mais non, mais il y a des gens, vraiment, littéralement, je me suis dit, comment c'est possible le pilier du serpent et de l'amour, ils n'ont pas eu une réincarnation. Biologiquement, tu peux avoir des enfants jeunes. Non, mais c'est surtout, là, c'est une sorte de réincarnation. Je me suis vraiment posé la question. Et donc, du coup, sur effectivement, ça. si c'était des réincarnations, réincarnations, ça allait. Il y a les deux fils, parce qu'elle joue sur l'idée de la réincarnation. Puisqu'en plus, oui, il y a un vœu qu'ils font. Il y a aussi des héritiers naturels. Oui, et après, il y a les héritiers naturels. J'étais un peu perdu. Wow. Il y a eu combien de générations parce qu'ils se ressemblent vachement. C'est bizarre un peu. On a l'impression que c'est leurs enfants, alors qu'en fait, attends, mais c'était il y a combien de temps ? Ouais, 1920. Mais non, mais moi je trouvais que c'était sympa. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un cadeau, quoi, qu'elle fait. Oui. Et puis, même elle, je pense que tu vois, si. Mettons qu'elle ait traversé toute cette longue nuit. Donc tous ces tomes et que ça l'ait achevé, enfin je veux dire, tu vois, t'as tous tes persos, tu leur as inventé une vie, une personnalité machin, et puis là, clac, ils meurent comme un chien, enfin des fois ils meurent vraiment comme un chien, et bah t'as envie de leur faire plaisir, de dire bon allez, t'as quand même eu quelque chose, et enfin moi je sais pas, j'ai eu un peu de mal parce que j'aime pas trop cette idée que le monde se ferme en fait. Je sais pas comment dire. C'est le but de la fin d'une histoire. Hein. Non, mais j'aurais aimé qu'ils découvrent, genre qu'ils se marient avec des gens américains, ou tu vois, genre qu'ils aillent vivre en Australie. Genre, non, là, ils sont tous dans le même quartier. Oui, bon, c'est drôle. C'est quand même, effectivement, c'est vrai que c'est un peu vraiment très centré sur les personnages. Mais c'est amusant, parce que c'est amusant. Peu importe si ça n'a pas de sens. Et puis surtout, pour faire plaisir, c'est vraiment. Là, pour le coup, c'est du vrai fan service de bouclage, quoi. Par rapport à ce qu'on disait, le fait qu'elle ait pu traverser une dépression à cette époque-là, le fait d'avoir une fin heureuse aussi, le fait d'avoir vaincu les ténèbres, enfin, tu te dis, pour elle, parce que quand même, en plus, la meuf a l'air grave sympathique, pour elle, t'es contente aussi pour elle. En quelque sorte, de voir cette fin heureuse où tu dis, bon, ce soulagement peut-être aussi d'avoir enfin terminé. Ouais, puis vu comme elle s'est livrée tout au long de son manga, parce qu'elle dit beaucoup de choses entre les chapitres et tout, on a une vraie sympathie pour elle. Oui, et puis même, je crois que c'est dans les fanbooks, là, il y a un moment, elle parle vraiment de comment elle a travaillé avec son premier éditeur. Enfin, c'est hyper intéressant. Donc elle savait, parce que le mec se casse avant que le premier tome soit édité. C'est ça. Et en fait, il savait déjà toute l'histoire. Tu fais, mon Dieu, mais quel travail titanesque. Donc, je sais pas, je trouvais que même pour ça, t'as été preuve de la reconnaissance, en fait. Parce que tu dis, ouais, t'as bien bossé, et c'était super, et on est très contents. J'espère qu'elle fera d'autres boulots et que ça l'a pas achevé, tu vois. La vois-tu pour son prochain dans une interview, parce qu'elle donne pas non plus beaucoup d'interviews, comme dans la plupart des mangaka d'ailleurs. Elle a déclaré qu'à l'avenir, elle aimerait faire une comédie sentimentale avec des extraterrestres. Ah, ça c'est ça me dit quelque chose. Non, alors moi j'ai trouvé un titre, quand Harry rencontre E.T. Ah oui, d'accord. J'ai hâte. Moi, du moment que c'est pas justement le fameux spin-off avec toute la descendance et tout, je suis pas sûre d'avoir envie. Tu vois, j'aime bien ce petit truc de fin là, c'est sympa. Mais ça suffit, de là à en faire un. Parce qu'il y a beaucoup de grandes sagas ou séries qui arrêtent pas de faire ce genre de truc. Moi, ça me saoule. Donc là, si c'est juste un petit. Et après, c'est bien. Du moment que. Voilà. Mais parce qu'en plus, c'est ça, tu te dis, mais ça serait quoi un monde où il y aurait pas de méchants comme ça Oui, ce serait pas très intéressant. Ce serait une comédie romantique. Avec des extraterrestres. Avec peut-être il y a des extraterrestres qui débarquent. Ce serait pas follement intéressant, donc clairement. Bon voilà, on arrive à la fin de cette émission. Vous le voyez sur Demon Slayer, enfin vous l'entendez surtout sur Demon Slayer. On a beaucoup de choses à dire. On a essayé de se restreindre. J'ai enchaîné, j'ai pressé les uns et les autres d'arrêter leur. Ça va, tu nous as pas fait trop de regards noirs. Leur débat. Non, je regardais par terre, mais j'en pensais pas moi. Et voilà, donc on reparlera peut-être de Demon Slayer, ou sinon on parlera de Demon Slayer à d'autres moments, dans d'autres émissions, sur des thématiques plus larges. N'hésitez pas à réagir, parce que donc
On n'a absolument pas été exhaustif, donc il y a encore plein de choses à Oui, il y dire. a plein de Vous choses. aussi, vous avez donc probablement plein de choses à dire, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, cette fois pour de bon sur les jeux vidéo. Ouais, Non. enfin. J'ai hâte. Chaque fois que j'annonce une émission sur les jeux vidéo, ça allait annuler à chaque fois. Ouais. 3 semaines plus Attention. tard. Ça va être le suspense. Bon, on vous dit donc à la semaine prochaine et ciao, salut. Merci. Allez, ciao.